La confiance. Un mot qui sonne juste, qui semble noble, humain, presque sacré. On nous apprend dès l'enfance que faire confiance, c'est aimer, c'est grandir, c'est vivre ensemble. Mais Machiavel nous poserait une question dérangeante, et si la confiance n'était pas une vertu, mais un risque stratégique? Car faire confiance, ce n'est pas simplement croire en l'autre. C'est lui remettre un pouvoir. C'est lui donner accès à nos intentions, nos pensées, nos faiblesses, en espérant qu'il n'en fera jamais une arme. Machiavel, réaliste impitoyable, ne croyait pas à une bonté innée. Il croyait à l'intérêt. Il observait que les hommes, en politique comme en amour, ne sont fidèles que tant que cela leur profite. Et que même la plus belle promesse peut voler en éclats quand les circonstances changent. Ce n'est pas du cynisme. C'est de la lucidité. Combien de trahisons viennent de véritables ennemis? Presque aucune. La plupart viennent de ceux en qui nous avions placé notre confiance. Un collègue, un ami, un partenaire. Pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce qu'ils ont vu une opportunité et que l'intérêt a parlé plus fort que le lien. Machiavel écrivait, « Un prince qui veut survivre ne peut s'appuyer sur ce que les hommes disent, mais sur ce qu'ils font. » En d'autres termes, ne juge pas les paroles. Observe les actes. La confiance aveugle est un abandon de pouvoir. Elle transforme l'intuition en naïveté. Le lien devient faiblesse. Et dans un monde où tout est rapport de force, cela ne pardonne pas. Alors faut-il ne faire confiance à personne? Non. Machiavel ne préconise pas la paranoïa. Il prône la stratégie. Faire confiance ne doit jamais être un réflexe. Cela doit être une décision. Mesurée. Réversible. Tu peux faire confiance, mais seulement après avoir évalué les enjeux, les intérêts, les motivations cachées. Car la loyauté n'est jamais inconditionnelle. Elle est contextuelle. Et même l'allié le plus fidèle peut changer de camp si ses intérêts Y poussent. L'erreur, ce n'est pas de croire en les autres. L'erreur, c'est de croire qu'ils ne changeront jamais. Dans ce monde, la confiance ne doit pas être un don, mais un test. Une façon d'observer comment l'autre réagit. Une manière de voir s'il est digne de garder ce pouvoir ou s'il faut le lui reprendre. Et surtout, ne donne jamais tout. Ne dévoile pas entièrement ta pensée, ta faiblesse, ton cœur. Car ce que l'on donne sans filtre peut être retourné contre soi. Ce que Machiavel t'enseigne ici, c'est que la confiance ne doit pas précéder le contrôle. C'est le contrôle qui permet de décider si la confiance est possible. Dans cet ordre-là, seulement. Pose-toi cette question simple. À qui as-tu donné du pouvoir sur toi sans garantie qu'ils ne s'en servent pas contre toi? Car dans le monde réel, le tien, le mien, celui de Machiavel, la confiance n'est pas un pont. C'est un champ de mine. Et celui qui avance les yeux fermés ne doit pas être surpris quand tout explose sous ses pieds. Le soupçon est mal vu. On le confond avec la paranoïa, la froideur ou la méfiance maladive. Dans une société obsédée par l'authenticité, on valorise la transparence, la vulnérabilité, la confiance immédiate. Mais Machiavel nous dirait, le soupçon n'est pas une faiblesse. C'est une compétence. Il ne s'agit pas de rejeter les autres. Il s'agit de voir ce qu'ils ne montrent pas. Car voici une vérité que peu osent admettre, la plupart des gens portent un masque. Ils se présentent sous leur meilleur jour, jouent un rôle, ajustent leur comportement en fonction de ce qu'ils veulent obtenir. Par peur. Par ambition. Par instinct de survie. Et si tu crois trop vite à ce qu'ils montrent, tu ne vois jamais ce qu'ils cachent. Le soupçon n'est pas une prison. C'est une protection. Machiavel considérait que dans les affaires humaines, qu'il s'agisse de politique, de pouvoir ou de relations personnelles, ce que les gens disent a moins de valeur que ce qu'ils taisent. Le soupçon, pour lui, est une forme d'intelligence pratique. Une manière de déchiffrer les signaux faibles, de capter ce qui se joue sous la surface, de prévoir les retournements avant qu'ils ne se produisent. Ne te demande pas seulement, cette personne est-elle sincère? Demande-toi plutôt, qu'aurait-elle à gagner en ne l'étant pas? C'est la grande leçon, tout le monde a des intérêts. Même ceux qui t'aiment. Même ceux qui t'admirent. Même ceux qui te doivent quelque chose. Et ces intérêts peuvent changer. Un ami fidèle aujourd'hui peut devenir un rival demain si le contexte évolue. Non pas parce qu'il te déteste, mais parce qu'il voit une opportunité ailleurs. Le soupçon permet d'anticiper ces glissements. Il t'apprend à observer sans te trahir, à écouter sans parler, à tester sans accuser.
Il ne s'agit pas de voir le mal partout, mais de ne pas être surpris quand il surgit. Et surtout, le soupçon te permet de conserver l'initiative. Celui qui doute intelligemment agit avant d'être trahi. Il pose les bonnes limites. Il pose les bonnes questions. Il évite les excès de confiance qui mènent à la chute. Dans les jeux de pouvoir, il vaut mieux passer pour froid que finir humilié. Cela ne veut pas dire que tu dois être cynique, fermé ou solitaire. Tu peux aimer, collaborer, créer des liens, mais sans jamais éteindre ton esprit critique. Tu dois toujours garder un coin de ta pensée inaccessible. Une réserve. Une distance. C'est cette part d'inaccessibilité qui crée le respect. Et parfois, la crainte. Car ceux qui ne se dévoilent pas entièrement sont redoutés. Ils sont imprévisibles. Et l'imprévisibilité est une forme de pouvoir. Tu dois comprendre ceci, dans un monde gouverné par l'intérêt, le soupçon n'est pas de la méfiance maladive, c'est de la lucidité tactique. Il ne bloque pas les relations. Il les structure. Il ne t'empêche pas de faire confiance, il t'apprend quand t'es acquis. Machiavel ne disait pas « méfie-toi de tout le monde ». Il disait « sache pourquoi tu fais confiance. Et à quel prix ». Le naïf croit aux mots. Le stratège observe les motivations. Et c'est celui qui comprend les motivations et non les intentions affichées qui finit par dominer la partie. La loyauté. Un mot lourd de sens. Un mot qu'on associe à l'honneur, à la fidélité, à la noblesse de cœur. On en parle comme d'une vertu rare, précieuse, presque sacrée. Mais Machiavel nous offre un regard beaucoup plus froid, plus lucide, plus dérangeant. La loyauté n'est pas un idéal, c'est un marché. Autrement dit, la loyauté s'achète. Ce n'est pas une insulte. C'est une observation. Les gens sont loyaux tant que cela les arrange. Ils soutiennent un chef, un ami, une cause, tant qu'ils y trouvent un bénéfice. Dès que ce bénéfice disparaît, la loyauté s'effrite. Et parfois, elle se retourne contre toi. Machiavel l'a vu dans les cours italiennes de son époque, les alliances politiques duraient aussi longtemps que les avantages étaient réciproques. Et dès qu'un parti offrait davantage, les anciens alliés devenaient des ennemis. Cela n'a pas changé. Dans le monde professionnel, un collègue peut te soutenir jusqu'à ce qu'une promotion soit en jeu. Dans l'amitié, un proche peut te défendre tant que ça ne le met pas en difficulté. En amour, une promesse peut sembler éternelle jusqu'au jour où elle devient trop lourde à porter. La loyauté, dans la réalité, est fonction du contexte, des intérêts, de la peur et du profit. Elle n'est jamais absolue. Elle est toujours conditionnelle. Et c'est là l'erreur fatale, croire que parce que quelqu'un t'a été fidèle un jour, il le sera toujours. Machiavel, lui, ne comptait jamais sur la loyauté seule. Il recommandait de créer des liens d'intérêt, de rendre la trahison coûteuse, et de faire en sorte que ton succès soit aussi celui de ceux qui te suivent. Car si ta réussite les enrichit, les protège ou les fait grandir, alors ils resteront. Pas par amour ou par morale. Mais par nécessité. Cela peut sembler froid. Mais c'est terriblement efficace. Le pouvoir se maintient non pas avec des discours sur la loyauté, mais en construisant une structure où trahir devient un risque et rester devient un calcul rationnel. Alors comment faire ? Ne te repose jamais uniquement sur la gratitude. Les gens oublient vite ce que tu as fait pour eux. Mais ils n'oublient jamais ce qu'ils peuvent perdre. Crée des dettes invisibles. Donne, oui, mais fais en sorte que ce que tu offres lie l'autre à toi. Pas par manipulation, mais par intelligence. Observe les signes. La loyauté ne disparaît pas d'un coup. Elle s'érode. Elle se refroidit. Apprends à lire ses frémissements. Diversifie tes appuis. Ne mets jamais tout ton pouvoir, ton espoir ou ta stabilité entre les mains d'une seule personne. Même les plus loyaux peuvent tomber. Ou changer. Et surtout, rappelle-toi ceci, la loyauté ne se juge pas dans les bons jours. Elle se mesure dans l'épreuve. Dans le silence. Dans les coulisses. Machiavel nous met en garde contre l'attachement naïf. Il ne dit pas que la loyauté n'existe pas, il dit qu'elle a un prix. Et que celui qui l'ignore en paiera un autre, bien plus lourd, la trahison inattendue. Alors pose-toi la vraie question. Pourquoi cette personne est-elle loyale envers toi ? Et que se passerait-il si demain, tu ne représentais plus rien pour elle ? Car dans le monde réel, la loyauté n'est pas donnée. Elle est louée. Et parfois, revendue au plus offrant. Qu'est-ce que le pouvoir ?
Est-ce la richesse? L'autorité? Le statut social? Peut-être. Mais ce ne sont là que ces symptômes. Pour Machiavel, le pouvoir n'est pas un objet qu'on possède. C'est une perception qu'on génère. Le pouvoir existe dans l'esprit des autres. Tu es puissant tant que les autres croient que tu le es. C'est ça, la véritable essence du pouvoir, un phénomène psychologique. Il ne suffit pas d'avoir du pouvoir. Il faut le faire sentir. Il faut qu'on te perçoive comme fort, indispensable, inébranlable. Dès que cette image se fissure, le pouvoir réel commence à s'effondrer. Machiavel l'avait compris bien avant l'ère des médias, du marketing ou des réseaux sociaux. Il écrivait déjà, il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut pas être les deux. Pourquoi? Parce que l'amour est instable. Il est émotionnel, capricieux, conditionnel. La peur, ou plutôt le respect teinté de prudence, est plus stable. Elle repose sur des faits, des conséquences, des signaux clairs. Elle te protège même quand l'admiration disparaît. Mais attention, quand Machiavel parle de peur, il ne parle pas de terreur. Il parle de respect stratégique. De la capacité à faire comprendre qu'on ne peut pas te trahir sans conséquence. Que ton absence se fait sentir. Que ton autorité est légitime, même silencieuse. Voici 4 principes psychologiques que Machiavel maîtrisait parfaitement. 1. Le pouvoir repose sur les apparences. Les gens ne réagissent pas à ce que tu es vraiment, mais à ce qu'ils pensent que tu es. L'assurance est plus persuasive que la compétence. L'incertitude est plus menaçante que la faiblesse. Si tu sembles sûr, tu inspires confiance ou prudence. Si tu sembles hésitant, tu invites à être testé. 2. Reste inaccessible. Trop de proximité tue le mystère. Et le mystère est une arme. Ceux qui sont constamment disponibles perdent de la valeur. Ceux qui dosent leur présence deviennent désirables, respectés, et parfois redoutés. 3. Maîtrise tes émotions. Celui qui ne contrôle pas sa colère ou sa tristesse devient prévisible. Celui qui gère ses réactions devient imprévisible, donc dangereux. La maîtrise émotionnelle est une forme de pouvoir. Elle te permet de choisir quand frapper, quand céder, quand te taire. 4. Crée de la dépendance. Le vrai pouvoir ne consiste pas à dominer les autres, mais à rendre ta présence indispensable. Quand les autres ont besoin de toi plus que tu n'as besoin d'eux, ils se soumettent sans que tu aies à lever la voix. Ce que Machiavel nous enseigne, c'est que le pouvoir ne se crie pas. Il s'orchestre. Les dirigeants les plus puissants ne sont pas ceux qui imposent. Ce sont ceux qui influencent sans qu'on s'en rende compte. Ceux dont l'absence désorganise tout. Ceux qu'on consulte avant d'agir, même s'ils ne commandent rien. Il y a une règle simple, celui qui dirige la perception dirige la réalité. Alors pose-toi les vraies questions. Comment es-tu perçu par les autres? Ton silence inspire-t-il respect ou indifférence? Ton image est-elle choisie ou subie? Le pouvoir n'est pas une position. C'est une atmosphère. Un jeu d'ombre et de lumière. Et celui qui en comprend la psychologie n'a plus besoin de force pour dominer. La morale. Voilà un mot qu'on prononce avec respect. Elle semble universelle, noble, pure. On l'invoque dans les discours, on l'enseigne dans les écoles, on l'attend des autres comme un standard. Mais Machiavel, fidèle à sa vision sans illusion, pose une autre question, qui profite de cette morale? Car la morale, dans le monde réel, n'est pas un code neutre. C'est un outil. Et comme tout outil, elle peut être utilisée ou instrumentalisée. Elle peut guider ou manipuler. Machiavel ne méprise pas la morale. Il l'observe comme un stratège, elle est efficace, mais pas toujours sincère. Trop souvent, la morale est une façade. Une mise en scène. Une justification qui masque des intérêts moins avouables. Regarde autour de toi. Combien de conflits sont menés au nom du bien? Combien de réputations détruites parce qu'elles défiaient une norme morale dominante? Combien de bons ont imposé leur volonté par des discours de vertu, alors qu'ils cherchaient seulement le pouvoir? La morale devient alors une arme sociale. Celui qui l'utilise le mieux gagne le droit de parler plus fort, de juger, d'exclure. Ce n'est plus une boussole, c'est une arme rhétorique. Et celui qui ne comprend pas ça, se retrouve désarmé. Machiavel écrivait en substance, il vaut mieux paraître vertueux que l'être réellement. Pourquoi? Parce que l'image morale suffit.
Les gens ne jugent pas sur les faits, mais sur les apparences. Et celui qui projette une image de bonté peut agir dans l'ombre, tant qu'il soigne son récit public. Dans le jeu politique, cette règle est partout. Un dirigeant peut écraser ses opposants tant qu'il prétend le faire, pour le peuple. Une entreprise peut exploiter tant qu'elle communique sur l'éthique. Un individu peut trahir, tant qu'il justifie son acte par la justice. C'est là que Machiavel est le plus provoquant, la morale est plus souvent un masque qu'un moteur. Et celui qui la comprend peut s'en servir comme levier. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir immoral. Il s'agit de devenir conscient. Conscient que toute morale est une construction, une narration, un cadre. Et que ce cadre peut être déplacé, redéfini, retourné. Car la morale change. Ce qui est jugé vertueux aujourd'hui sera peut-être condamnable demain. Et inversement. Alors comment un stratège utilise-t-il la morale? Il apprend à parler son langage, sans jamais s'y soumettre aveuglément. Il sait quand l'invoquer, et quand s'en éloigner sans bruit. Il comprend que la morale protège parfois, et expose souvent. Être vu comme morale donne du pouvoir. Être esclave de la morale t'en retire. Car le plus grand danger, c'est de croire qu'être du bon côté suffit. C'est là que tu deviens vulnérable. Celui qui se pense intouchable moralement est souvent le plus facilement manipulable. Alors, pose-toi cette question. Qui t'a appris ce qu'est le bien? Quels intérêts cette définition protège-t-elle? Et comment réagirais-tu si ta propre morale était utilisée contre toi? Machiavel n'invite pas à la trahison. Il invite à la lucidité. Dans le monde du pouvoir, la morale n'est pas la fin du débat, c'est souvent le début de l'attaque. Depuis l'enfance, on nous enseigne que la vérité est une vertu. Que mentir, c'est trahir. Que l'honnêteté est la base de toute relation. Mais Machiavel, lui, voit le monde autrement. Il ne nie pas la valeur de la vérité, mais il affirme ceci, avec une froideur glaçante, la dissimulation est un outil. Et dans un monde de stratégie, celui qui ne sait pas dissimuler ne sait pas survivre. Attention, dissimuler n'est pas forcément mentir. Ce n'est pas tromper par méchanceté. C'est choisir ce que l'on montre, quand on le montre, et à qui. C'est comprendre que tout ne doit pas être dit. Et que parfois, le silence est plus puissant qu'un discours. Dans Le Prince, Machiavel écrit que les dirigeants doivent savoir cacher leurs intentions. Pourquoi? Parce que la prévisibilité est une faiblesse. Si l'on sait ce que tu veux, ce que tu ressens, ce que tu prépares, alors tu es manipulable. Attaquable. Contrôlable. Mais si tu restes énigmatique, réservé, difficile à lire, alors tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité crée la prudence. Le doute. Parfois même la peur. La dissimulation est donc une barrière invisible. Elle te protège. Elle te donne un temps d'avance. Elle crée un espace entre ce que tu es et ce que les autres croient que tu es. Machiavel avait compris une chose essentielle, les gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent des histoires. Des apparences. Des symboles. Si tu sais raconter ce qu'ils veulent entendre, tout en agissant différemment, tu contrôles leur perception. Et qui contrôle la perception, contrôle le jeu. Tu vois ça chaque jour. En politique, les discours sont calibrés pour séduire, pas pour révéler. En entreprise, les promesses masquent les intérêts. Dans les relations, chacun montre la meilleure version de soi, rarement la vraie. Ce n'est pas du mensonge. C'est de la stratégie sociale. Et ceux qui savent la maîtriser avancent plus loin que ceux qui se dévoilent naïvement. Mais attention, la dissimulation ne doit pas être excessive. Un menteur compulsif perd toute crédibilité. L'art réside dans la mesure. Il faut doser, pas déformer. Il faut suggérer, pas manipuler grossièrement. Il faut parfois se taire, pour laisser l'autre deviner ce qu'il veut croire. Voici comment utiliser la dissimulation avec finesse. Parle moins. Plus tu expliques, plus tu te fragilises. Le mystère attire, la transparence expose. Observe plus. Ceux qui parlent trop se révèlent. Ceux qui écoutent voient. Protège tes intentions. Ne partage pas tes plans avec ceux qui ne les servent pas. Sache mentir par omission. Tout ne mérite pas d'être dit. Ce que tu gardes pour toi peut devenir ta meilleure arme. Car celui qui sait dissimuler garde le contrôle. Il décide non seulement de ce qu'il montre, mais aussi de ce que les autres voient.
Machiavel ne disait pas « mentez à tout prix ». Il disait « faites croire ce qu'il est utile de faire croire ». Et parfois, cela veut dire être discret, calculé, invisiblement stratégique. Alors pose-toi cette question. Es-tu lisible, prévisible, transparent? Ou es-tu capable d'entretenir une zone d'incertitude? Montres-tu ce que tu es, ou ce que les autres ont besoin de croire? Parce que dans un monde gouverné par l'apparence, la vérité brute n'est pas toujours une force. Mais la vérité contrôlée, dirigée, masquée avec intelligence peut devenir une arme redoutable. Nous avons commencé ce voyage avec une question simple, peut-on vraiment faire confiance à quelqu'un? Mais au terme de cette réflexion, une autre question émerge. Et si la confiance n'était pas une faiblesse, mais une forme de contrôle? Car pour Machiavel, la confiance n'est pas l'opposé du pouvoir. C'est une de ses formes les plus subtiles. Faire confiance, c'est donner. C'est s'exposer. C'est offrir à l'autre une parcelle de ton destin. Cela peut sembler noble. Mais cela te rend vulnérable si tu ne maîtrises pas les règles du jeu. À l'inverse, accorder une confiance maîtrisée, graduée, stratégique, c'est garder la main. C'est décider à qui tu ouvres la porte, à quel moment, et dans quelles limites. Et surtout, c'est observer comment l'autre réagit à ce pouvoir qu'il reçoit. Car la confiance est un test. Pas un abandon. Tu veux savoir qui est digne? Donne un peu de pouvoir. Vois ce qu'il en fait. Trahit-il vite? Manipule-t-il l'ouverture? Ou au contraire, respecte-t-il le lien, même sans surveillance? C'est là que tu reconnais les esprits dangereux et les alliés fiables. Mais Machiavel va plus loin. Il ne s'agit pas seulement de savoir à qui tu peux faire confiance. Il s'agit aussi de savoir qui te fait confiance, et pourquoi. Parce que lorsque quelqu'un te fait confiance, il te livre une partie de lui-même. Il baisse sa garde. Il devient plus malléable. Et cette confiance que tu as inspirée ou provoquée te donne un avantage décisif. Voilà le paradoxe. Faire croire que tu fais confiance crée une dynamique de contrôle. Être digne de confiance t'élève, mais être perçu comme tel te rend puissant. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois simplement maîtriser ton image. Car les gens ne suivent pas toujours les plus compétents, ils suivent ceux en qui ils croient pouvoir croire. Et cette croyance, bien utilisée, devient un levier stratégique. Voici comment la confiance devient une arme d'influence. Crée une image cohérente. Même si tu es complexe à l'intérieur, projette de la stabilité. Les gens font confiance à ce qui leur semble lisible et constant. Fais de la rareté une force. Donne ta confiance par étapes, jamais en une seule fois. Ce qui est rare a plus de valeur. Ce qui est graduel est mieux respecté. Retire ta confiance rapidement si elle est trahie. Ne pardonne pas trop vite. L'indulgence excessive tue le respect. Observe qui revient vers toi sans y être invité. Celui qui tient à ta confiance viendra la reconquérir. Celui qui ne revient pas, n'en était jamais digne. Et rappelle-toi ceci, l'objectif n'est pas d'éviter toute confiance. C'est de ne jamais être prisonnier de celle que tu accordes. Machiavel nous enseigne que la confiance doit être gérée comme un capital. Elle se construit lentement, se perd vite, et se donne rarement sans condition. Elle est émotionnelle à l'extérieur mais toujours politique à l'intérieur. Alors, pour conclure, qui as-tu laissé entrer trop vite? Qui te fait confiance, et que fais-tu de cette responsabilité? Utilises-tu la confiance comme un lien ou comme un levier? Car dans le monde de Machiavel, la naïveté est punie, mais la lucidité est récompensée. La confiance n'est pas l'ennemi du pouvoir. Elle en est la version invisible. La plus douce. La plus dangereuse.